Bonjour tout le monde, bienvenue sur Grandeur Nature. On y est enfin à la vidéo de présentation du sac à dos que j'ai fait maison, cousu main. C'est l'aboutissement déjà d'une grande aventure, mais aussi d'une longue série de vidéos qui sont destinées non pas à fournir un tutoriel sur comment vraiment créer un sac à dos, mais plutôt à partager mon expérience ou mon inexpérience dans le monde de la couture, vu que c'est mon premier projet de couture et mon premier sac à dos donc, que je fais. Le but de cette vidéo va être de pouvoir vous présenter le sac à dos lui-même, ses fonctionnalités, mes décisions, mes choix de technique, disons ce que j'ai apporté à autre chose que juste un cylindre de portage. Et puis surtout énumérer les différentes modifications possibles de ce que je pense faire dans le futur sur une version 2 ou 3 de ce sac à dos. Et pour finir, je ferai une conclusion qui concerne tant la création de ce sac à dos que sa première utilisation, vu que je l'ai déjà emmené en randonnée pour pouvoir le tester. Allez, c'est parti! En tout premier lieu, j'aimerais vous le présenter comme ça, à plat, on va dire, vide. Donc, c'est un sac à dos en Dyneema. Il est composé de deux tissus Dyneema différents. Du Dyneema 5.0, le plus épais, le plus lourd, le plus solide, disons, qui est utilisé sur les différentes parties les plus soumises au stress ou à l'abrasion. Et du Dyneema 3.5, qui est un entre-deux, que j'ai utilisé, lui, sur les autres parties qui, disons, sont moins soumises à stress. Dans le but, bien sûr, de gagner un petit peu de poids. C'est toujours des dizaines de grammes, des choses comme ça, mais au final, ça a fait son job, on va dire aussi. Comme vous pouvez le voir, c'est un tissu qui est relativement, on va dire, cartonné, un peu comme ça, c'est normal. Il s'assouplit aussi avec l'utilisation, avec le temps, ça bien sûr. Le Dyneema est connu pour être un tissu, disons, à relativement faible durabilité. C'est surtout son gain de poids et son imperméabilité totale, le tissu lui-même, qui est très, très intéressant. Par contre, effectivement, point de vue durabilité, c'est quelque chose qui est un petit peu plus léger. Je n'ai pas utilisé sur ce sac à dos le Dyneema, disons, classique qui est utilisé chez la plupart des fabricants artisanaux de sacs à dos ultralight, pour des histoires de durabilité, parce que j'avais toujours voulu en fait me commander un sac à dos en Dyneema plus costaud pour gagner en durabilité. Je ne savais pas trop par rapport au poids d'un sac à dos de cette taille-là. Il y avait des poids assez hauts, plus de 700 grammes, des choses comme ça. Donc ça me retenait un petit peu par rapport aux autres sacs que j'ai, puisque j'ai déjà des sacs vraiment super légers vers les 300-350 grammes et un autre vers les 780 grammes, mais de 60 litres. Donc le but, c'était de cibler au milieu. Je ne vais pas tout répéter parce que vous trouvez toutes ces informations dans la description de mon projet. Donc c'est la première vidéo. Ensuite, il y a la description des tissus, c'est la deuxième vidéo, enfin, etc. Donc je ne vais pas répéter. Je vous engage à aller voir ces vidéos parce que tout est bien décrit, les tissus, les types, quel choix faire et tout, etc. Je vous renvoie vers ces vidéos. Tout est dans une série, hein, c'est une playlist sur cette chaîne qui s'appelle Make Your Own Gear, créer son sac à dos. Et vous avez toutes les vidéos, toutes les étapes de construction du sac, les choix, les tissus, enfin tout est vraiment décrit. J'ai fait du mieux que je pouvais au fur et à mesure de l'aventure. Pour vous donner déjà quelques chiffres de ce sac à dos, nu, sans aucune poche, sans aucun matelas, quoi que ce soit, il pèse 510 grammes. Je suis très content. Pour vous donner déjà un ordre d'idée de sa capacité, j'ai cherché à mesurer le litrage. Je l'ai fait de deux manières. La première en mesurant l'intérieur du sac. Le problème, c'est que c'est assez complexe dans le sens où j'ai des trapèzes, notamment sur le devant, donc tout n'est pas, c'est pas une brique de lait facile à calculer. J'ai essayé de prendre à mi-hauteur pour faire une moyenne, etc. Ensuite, il y a une autre chose, c'est le fait que ce soit un sac par enroulement. Quelle est sa hauteur réelle, hein? Donc le but, c'est pas de mesurer comme ça à plat, mais de compter, il faut pouvoir fermer le sac. Donc j'ai compté 3 tours minimum pour avoir vraiment une étanchéité.
Ensuite, j'ai mesuré jusque-là. Ça me donne quelque chose comme 36 litres. Voilà. Et puis, une autre mesure que j'ai fait avec de l'eau cette fois. J'ai vraiment mis un gros sac 110 litres poubelle résistant pour les gravats dedans. Et puis, j'ai commencé à remplir par tranche de 5 litres au pot, comme ça. Et je suis vraiment arrivé à quelque chose d'assez simple. Ça veut dire que j'avais 10 litres, 20 litres, et puis je me suis arrêté à 20 litres. Avec 20 litres, j'avais déjà 20 kilos, donc ça pressait bien et tout. J'ai pas aucune peur, je sais que je peux aller plus haut, même avec 40 litres par rapport aux coutures, parce que c'est quelque chose qui sera de toute façon très bien réparti. Mais quand même, je voulais pas exagérer avec 40 kilos dans le sac. Donc du coup, ça me faisait 10 litres, 20 litres, j'étais à peu près ici. Et puis, j'aurais eu la place donc pour 30, ça faisait au niveau des bretelles. Et puis, voilà, peut-être pas tout à fait 40, effectivement. C'est difficile à dire. Moi, par rapport à l'eau, comment c'était, ça me paraissait assez clair. J'arrivais encore à mettre 20 litres supplémentaires, donc 40 en tout. Par rapport au calcul, mais peu précis, disons, je suis à 36 litres. Je pense qu'un 38 litres de compartiment intérieur est une bonne moyenne. On va prendre entre les deux. 38 litres, 40 litres, avec un petit peu encore du chenille autour. Mais voilà, c'est ce que je voulais, c'est ce que j'avais besoin. Pas trop gros, mais quand même qui me permettent de pouvoir porter en autonomie tout mon bivouac, mais aussi jusqu'à une semaine de nourriture. Et ça, c'est ce que j'aimerais. C'était quelque chose que je m'étais fixé par rapport au portage, 7-8 jours, disons, au portage, et puis à la place nécessaire, sans avoir à trop se prendre la tête par rapport au remplissage du sac, avec tout qui est bourré, etc. Ce sera bien rempli à ce moment-là, mais j'ai une certaine marge, comme vous voyez, une certaine hauteur. Pour information, enroulé 3 tours en haut, il mesure encore 74 cm de haut. Et puis on a environ 30 cm, entre 29 et 31, mais environ 30 cm ou 29,5 de moyenne, disons, de largeur de dos, et puis environ 17 de profondeur ici de bande, mais elles sont courbes, donc c'est un tout petit peu difficile à juste les cibler exactement dans les mesures. Voilà, donc comme vous pouvez voir, avec ce tissu-là, on a quelque chose d'assez cartonné. Il se tient bien, entre guillemets, droit. Hein. Il y a une certaine plaque, une certaine rigidité ici, si on veut. C'est dû au fait qu'il y ait ici un matelas de sol. C'est une option que j'ai voulu parce que j'ai toujours voulu inclure un petit sit-pad, un petit matelas pour pouvoir m'asseoir quand c'est mouillé, quand il fait froid, sur un rocher. Enfin, c'est un petit peu plus de confort suivant où on est. Et puis l'idée, c'était toujours de pouvoir faire d'une pierre 2 coups, voire 4 coups. Et puis ce matelas, en fait, il est assez long, on va le voir après, c'est un Arcmat, il fait en gros 50-55 de large, et puis là, il est coupé à 110 cm, donc il me permet de pouvoir faire la sieste dessus, un petit peu m'allonger. Il me fait aussi un matelas de secours au cas où mon matelas gonflable viendrait à crever. J'ai quand même quelque chose pour m'isoler et puis pour dormir dessus en premier secours, disons. C'est pas super confortable, mais même certains true hikers dorment là-dessus pour 4000 km, alors voilà. Une autre chose qu'il va apporter, je vais aller avec un Uberlight cet été, donc suivant où je suis, si on est vers les 2500 ou 3000 mètres pour faire un bivouac, l'isolation n'est pas terrible sur ce matelas-là, donc celui-là, il va me permettre de rapporter encore un petit peu d'isolation par rapport au sol sous le matelas et en plus de protéger cet Uberlight qui est en 20 deniers, qui est assez fin, donc assez fragile. Donc c'est vraiment beaucoup d'emplois en un, je suis très content de ça. C'est super. J'ai fait des inserts ici avec un mesh 3D qui apporte un tout petit peu de respirabilité, ou on va dire, voilà, de tamponnage, on va dire, de la sueur qui de toute façon coule à flot, quel que soit, même sans sac à dos, moi je coule du dos quand je suis dans l'effort en été. Donc voilà, c'est comme ça. Mais il est clair que ce genre de matelas en néoprène, machin, Eva, mousse, truc muche, dans le dos, comme ça, plat, sans filet, sans rien, ça peut assez vite faire transpirer. Donc je dois encore un petit peu le tester,
dans les journées chaudes pour savoir est-ce que c'est vraiment finalement la bonne décision de l'utiliser avec ça. J'ai une autre variante possible, donc tout a été fait sur mesure pour que ça joue, c'est d'accueillir juste 2 pans un petit peu coupés ici pour l'accueil sous les bretelles, mais 2 pans d'un Z-Lite, un autre matelas que j'avais recoupé. Là, il y a un tout petit peu plus de dessin, ça veut dire qu'on a pas de l'air qui passe, mais disons un tout petit peu plus de tampons hein, quand même. C'est pas une surface plate qui vient vraiment coller contre le dos, c'est quand même différent. Ça change un petit peu, ça tient un peu moins chaud, c'est ça aussi avec les mouvements, etc. Ça tient quand même moins chaud. Par contre, le poids est identique, il y a 4 grammes de moins avec ça, comparé à l'autre qui est tout fin, mais qui fait 1,10 m. Du coup, pas de gain de poids ou quoi que ce soit, mais un tout petit gain de confort. Et puis par contre une perte, c'est-à-dire plus vraiment de protection sous mon Uberlite, mon matelas gonflable, plus de sieste, disons, ou un champ mouillé pour pouvoir s'allonger un petit peu, et plus d'isolation au sol, toujours pour mon matelas gonflable. Je préférerais partir avec le Arcmat ici dans le dos plutôt qu'avec celui-là. On va voir ça en période chaude, je verrai qu'est-ce qu'il en est. Le sac pèse 510 grammes, on l'a vu à nu, et il pèse 567 grammes avec ce matelas dans le dos. Donc je suis très content, j'avais visé, je m'étais dit sous les 600. C'était le but vraiment que j'avais envie d'atteindre pour garder, disons, 200 grammes encore, gagner 200 grammes sur mon sac Arc Haul de 60 litres. Donc voilà, j'y suis arrivé, je suis content. Et puis ensuite, il y a des petites choses que j'ai rajoutées. Ça, ce sont des poches de ceinture Zipax. Alors j'ai 2 poches ici en filet stretch sur les bretelles qui vont remplacer mes poches Zipax. Ça, je le voulais aussi. Je peux y mettre mon attel, une bouteille d'eau de demi-litre. Ça rentre, ça joue. Donc théoriquement, je n'ai plus besoin d'avoir des bouteilles d'eau ici, vu que j'ai prévu les poches vraiment sur mesure pour que je puisse prendre mes bouteilles d'eau en marchant. Donc c'est terminé les bouteilles d'eau ici. Il n'y a plus que mes lunettes, de la crème solaire, quelque chose, et surtout mon téléphone. Théoriquement, je n'ai plus besoin de ces poches de ceinture, mais ça reste quand même très pratique, notamment pour avoir un petit trépied, une petite chose, parce que comme moi je fais des reportages vidéo, c'est assez important. Des fois j'ai un petit peu de matériel, les snacks directement accessibles plutôt que ici. Et puis, dans des journées plus froides, on peut avoir le bœuf qu'on met là, qu'on enlève ou compagnie. Chaque poche pèse 20 grammes, c'est des poches Zipax, ça je le répète, c'est pas moi qui les ai faites, celle-là c'est le seul élément que je n'ai pas fait du sac à dos, tout le reste je l'ai fait moi-même, mais ça va pas tarder, c'est parce que j'aimerais que le sac soit entièrement fait maison. Donc ces 2 poches, elles sont là pour me dépanner pour le moment, je les prendrai quasiment comme modèle parce que c'est vraiment une taille et tout, et une fonctionnalité que j'aime beaucoup. Avec les 2 poches, je serai à 607 grammes. Ça me plaît pas trop ça. 607 grammes, j'ai dépassé les 600. Si j'en mets qu'une, comme là maintenant, je suis à 587 grammes. Tel qu'il est là, c'est 587 grammes. Une poche et le pad d'1,10 m dans le dos. Ce que je vous propose maintenant, c'est que je vais le gonfler. Je vais le remplir et puis on va le voir un petit peu mieux parce que là ça ne veut pas dire grand chose, c'était juste pour vous montrer un petit peu le sac à dos, sa tenue disons, sans l'avoir rempli. Il est de bonne tenue, je suis content, il a une bonne gueule, il me plaît bien, je suis vraiment super content et puis on va voir tout ça en détail. Alors voilà donc le sac rempli. Au fond, il y a mon sac de couchage. Ensuite, j'ai 2-3 petits matériels Serra. Ensuite, il y a un sac avec de la nourriture pour environ ici 4-5 jours à peu près. Donc c'est un bon gros sac Zipax. Et puis en dessus, j'ai encore du matériel, des choses Serra qui pourraient correspondre à la tente. Il y aurait un tout petit peu plus de volume ici avec la tente, c'est que j'ai pas mise directement. Mais voilà. Ce qu'on peut juste voir directement, c'est que en dégrafant le sac ici, j'ai encore pas mal de marge, hein, si je voulais, pour pouvoir vraiment le charger un peu plus. Là, j'ai fait bien plus que 3 tours.
Alors, une chose que vous pouvez voir, c'est que c'est un sac qui ne tient pas tout à fait debout tout seul. Bon, déjà parce qu'en bas, j'ai quelque chose d'assez mou et puis que le poids lourd, il est plutôt au milieu du dos ici. Ici, c'est le sac de couchage, donc et les habits juste de rechange. Du coup, c'est très léger. Mais aussi parce que j'ai fait ici une courbe. Donc, il n'y a pas un plat vraiment, c'est pas comme une brique de lait si on veut. Je trouve ça beaucoup plus joli. J'aime bien son look, plutôt assez fin comme ça, un peu en courbe qui suit le dos, et plutôt large que profond ici. C'est ce que je voulais. J'ai aimé cette courbe sur les Zipax, donc je l'ai reproduite ici. Le seul désavantage, bien sûr, c'est comme je viens de dire, ben voilà, il faut plutôt l'appuyer contre quelque chose, un petit caillou, mais il suffit de pas grand-chose. Voilà, j'ai un petit pad et puis je le pose juste en appui, puis du coup il tient. Donc il n'y a pas besoin vraiment de s'énerver avec ça. Par contre, je trouve beaucoup plus joli que ce qui est carré comme ça. J'aime pas trop. Donc, sur les fonctionnalités ici, une poche ici avec un élastique tout simple. Pour vous montrer ici, ça c'est une bouteille d'1 litre. J'arrive à en glisser juste 2. C'est peut-être un petit peu limite, mais j'arrive, mais c'est bien tendu. C'est pas fait pour ça, disons, mais disons soit une bouteille d'1,5 litre, soit une bouteille d'1 litre et encore un demi-litre, puis là ça va, c'est confortable. Moi, ce que j'ai besoin, c'est 1 litre de chaque côté, c'est ce que j'ai besoin dans ma randonnée, puis ensuite j'ai mon filtre Katadyn Bifruid de 1 litre encore, donc ça me fait 3 litres en tout, c'est assez. Mais si je voulais vraiment, dans un truc spécial, je pourrais avoir 1,5 litre de chaque côté, ce qui fait 3 plus le Katadyn 4 litres, donc c'est déjà pas mal. Après, il y a encore les poches à eau qu'on peut sangler ici en haut, hein, si on voulait. Mais bon, voilà, c'est pas le but. 2 bouteilles d'1 litre, nickel tip top. J'arrive encore à mettre mon filtre à eau ou 2-3 choses ici. Je vais juste l'enlever pour la facilité. Maintenant, ici, j'ai fait un petit système que j'ai piqué chez Mountain Laurel Designs, où ici, il y a un anneau. Ce qui fait que le fil de tension ici, qui est aussi sur tendeur, ce fil-là est relié à la fermeture par enroulage du haut du sac. Donc je peux soit tendre ici si je voulais coincer quelque chose, ou relâcher, ou etc. Et puis ça coulisse le long de cet anneau-là. Bon, ça porte pas forcément grand-chose. Après coup, je me suis dit, pourquoi j'ai fait ça? Voilà, bon, pourquoi pas, plutôt que d'avoir, voilà, ce qui apporte, c'est moins de nœuds, moins de chenilles, etc. Il y a juste un petit anneau, c'est quand même du plastique, mais c'est quelque chose d'assez costaud, hein. De toute façon, là, il n'y a pas des tensions de folie. Mais bon, voilà. Si jamais je peux encore modifier, puisque c'est pour ça que j'ai mis un tendeur ici, parce que j'étais pas sûr que ça allait bien fonctionner comme système. Maintenant, je pourrais presque shooter ce tendeur-là, puis faire un petit nœud simplement, je gagnerais 3 grammes sur tout le sac. Mais donc je vais les laisser pour au cas où. Par contre, un jour, je souhaite séparer et puis avoir vraiment cette ligne qui est autonome, on va dire. Voilà. Et puis ensuite, il y a ici une autre ligne de tension qui est ici en haut, qui sert à compresser. On en reparlera après, mais disons, elle est trop haute, on le voit bien, parce que là, ce type de chargement-là, c'est à peu près ce que j'ai la plupart du temps, hein, dans le sens où je ne vais pas non plus faire beaucoup plus que des ravitaillements de tous les 5 jours, par exemple. Parfois, il y a une semaine, mais c'est assez rare. Donc, voilà, c'est juste un peu dommage pour ça. Donc, un petit peu haut de cette ligne, elle mériterait d'être ici, ce serait beaucoup mieux. Ce sera corrigé pour le suivant. Si je continue, j'ai donc ici une poche intégrale arrière, une grande poche. Il y a un filet en bas pour faire l'évacuation de l'eau, hein, c'est juste 1,5 cm de filet. Elle n'est pas immensément grande. Pour vous donner un ordre d'idée, ça c'est une grande polaire Air One hoodie avec le capuchon, donc c'est quand même quelque chose là en XL. Ça rentre. Mais disons, il ne faudrait pas mettre beaucoup plus. Moi, là-dedans, enfin, non, ça rentre, ça va, il y a encore de la place ici, puis il y a encore un petit peu de place ici sur le côté, mais c'est pour montrer quand même qu'elle n'a pas une énorme capacité. Je ne voulais pas beaucoup plus, parce que c'est une poche que j'estime qu'il ne faut pas bourrer,
puis surtout pas que des choses lourdes, parce qu'on est bien déporté du sac, ça veut dire que ça aura tendance là à commencer à nous tirer en arrière. Dans cette poche-là, moi je mets ma veste de pluie qui est toute petite, hein, c'est un petit machin comme ça. Sur le côté ici, je mets la veste de pluie, les pantalons de pluie. Ensuite, j'ai en général mon filtre à eau. Et puis au fond ici, il y a les sardines de ma tante, la cuillère en métal pour manger, parce que comme ça abîme pas à l'intérieur ou je sais pas quoi. Et puis le filtre à eau. Parfois, un petit snack, un truc, voilà. Si je devais être amené à mettre plus, par exemple, tout ce que je vous ai dit, mais encore une polaire, parce que je n'ai pas envie de la mettre en haut, ou que j'ai autre chose en haut, etc. J'ai fait ici une petite boucle en élastique, toute simple, juste un anneau, et puis je peux le prendre ici, donc passer la fermeture supérieure dedans, ce qui fait que ça me fait une sécurité supplémentaire pour pas que un habit par exemple avec des secousses ou en marchant que je vois pas très bien puis qui sortent puis qui tombent, c'est juste il n'y a pas une fermeture complète, je voulais pas le faire, pas le besoin, mais voilà. Donc voilà, là on a le truc, ça me permet quand même de sortir la polaire, mais il faut un peu plus tirer, disons, parce qu'il y a cette chose là. Ensuite, toujours sur le côté, j'ai fait un petit loop ici pour le piolet. Alors, souvent ils sont très longs, et puis quand on passe le piolet, du coup, il pendouille un peu, puis il bouge, et puis il faut commencer à tourner pour le rapprocher du sac, puis après on peut le redresser. Là, je l'ai fait sur mesure avec un piolet standard de chez Petzl. Donc on vient comme ça, et puis il est bien maintenu, il y a un empattement qui est assez large, il ne fait pas comme ça, j'aime pas quand ça bouge trop, etc. Et puis caché ici en haut, dans la poche, juste sur le coin, il y a un petit élastique tendeur avec un petit bloqueur, et ça me permet de pouvoir passer par-dessus ici et puis le serrer. Du coup, on a vraiment quelque chose qui tient bien, qui est correct. Ici, c'est clair que les dents sur la poche, ça pourrait amener à frictionner, mais en même temps, la pointe, elle est légèrement hors truc. Moi, j'ai une mousse ici, une espèce de mousse que je mets, une protection qui empêche de perforer ici si la poche est vraiment bien remplie. Du coup, je pourrais sans autre le mettre. Voilà. C'est assez rare, j'en ai pas besoin de deux parce que je fais pas des cascades de glace avec ce sac-là. J'en fais pas de toute façon. Ça, c'est un piolet uniquement pour s'arrêter sur certains types de randonnées, notamment tôt dans la saison. Donc, voilà, j'ai cette possibilité-là, mais j'en ai pas de l'autre côté. J'en ai mis juste un du côté sur lequel je le voulais. Pour passer maintenant au dos, ce qui vient contre mon dos, donc j'ai choisi cette option, comme on en a parlé avant, d'avoir une enveloppe pour insérer en fait un padding ici. Le but c'était donc d'apporter un peu de rigidification au sac, un peu de molletonnage, de rembourrage au sac pour permettre de corriger ou de pardonner quelques erreurs de remplissage de sac à dos, on va dire. Maintenant, avec une bonne habitude, c'est pas obligatoire. Ça, il y a beaucoup de sacs qui sont directement sans pad, en sachant bien charger son sac à dos, le remplir, en mettant le matelas contre le dos, et puis après pas d'objets avec des aspérités contre votre dos à vous. Ça va très bien, on arrive très bien à charger un sac à dos sans avoir besoin vraiment de ce rembourrage-là. C'était quelque chose que j'avais envie d'avoir sans pour autant devoir partir avec ce pad. Je peux partir à nu avec ce sac, il n'y a pas de problème. Il y a juste ça qui va flotter un tout petit peu, mais c'est pas très très grave, il n'y a pas de souci. Ensuite, vous voyez ici une ligne assez forte avec un gros élastique, c'est un gros shock cord là. Je l'ai mise parce que j'avais peur en fait que le pad se déplace beaucoup. Alors là, il est assez épais, puis bien tendu, bien placé en bas, en haut, un tout petit peu plus long que la surface qu'il occupe. Du coup, il y a un peu moins de déplacement qui se fait comparé au système Zipax où il y a juste il n'est pas dans une enveloppe comme ça, donc il n'est pas coincé, voilà, c'est juste des fils, donc il fait des bourrelets derrière, enfin voilà. Là, il y a des bourrelets quand même qui sont dus aussi à la courbe qui est donnée comme ça, mais l'avantage de ça, c'est que juste après les reins,
Ici, on voit, ça fait un système de cassure, parce que là, en fait, c'est la zone où il y a sac à dos et mon sac étanche, vraiment, en nylophium qui est à l'intérieur. Puis juste là, ça fait un petit peu une cassure jusqu'à qu'on reprenne avec l'autre matériel, la nourriture et les choses comme ça. C'est pas plus mal, ça fait juste une petite zone dans le creux du dos. Donc il y a le creux de mon dos plus ce creux-là qui fait que ça me fait un tout petit peu d'air. Puis des fois, en me tenant bien droit, j'arrive en fait à toucher aux épaules, toucher là en bas, puis à décoller un peu tout ça, puis ça fait un tout petit peu, d'air frais qui passe un petit coup, c'est sympa. C'est pas forcément obligatoire, mais ça aide, surtout avec ce pad-là, à toute cette grande surface, plutôt que ça touche tout ça, touche le dos, c'est un peu mieux. Une poignée de hissage, hein, bon, voilà, rien de spécial, il faut juste que ce soit cousu costaud parce qu'on soulève le poids juste par ces deux petits points-là, donc c'est important. Ici, il y a une bande en fait en Dyneema aussi en sangle de renfort parce que viennent pris là-dessus les rappels de charge ici sur les bretelles et le Y qui part pour fermer et sécuriser, on va dire, le dessus du sac à dos. Donc il y a quand même pas mal de tensions qui se font là. Du coup, je l'ai mis comme renfort et c'est très bien. Maintenant, des autres fonctions. Alors, on a ici un petit truc. C'est un petit fil ici avec un tendeur, un bloqueur. C'est juste pour prendre le mou, le solde, on va dire, des réglages de ce Y. Parce que cette boucle ici, elle a un fil de tension sur relativement peu de longueur, donc une vingtaine de centimètres. Donc je peux aussi agir ici sur le Y. Ce bout-là est cousu en fixe et puis celui-là, il est réglable ici. Donc on a ce petit mou et puis une fois qu'on a disons un réglage standard, parce que moi je sais que à ce réglage-là, c'est le 90% des cas, donc je peux très bien le garer là et puis ça me fait un petit truc, disons, pour pas qu'il y ait des sangles qui volent dans tous les sens. Quand il y a du vent, c'est très, très ennuyant. Donc voilà, c'est juste pour sécuriser ça. C'est un gadget, hein. Je peux l'enlever si je veux, mais il n'y a pas de souci. Ensuite, ici, j'avais fait des scratchs. Alors ces scratchs, ils ont différentes utilisations. C'est soit quand je fais des enregistrements, je peux mettre le micro ici, puis le fixer très rapidement, tchac-tchac. Mon petit micro, un peu comme j'ai ici, mais avec tous des plumeaux hein, pour empêcher les bruits de vent. Donc ça, c'est un peu une nouveauté que je me suis faite. Ça me permet aussi, quand j'utilise les parapluies, un parapluie court de randonnée, de mettre le manche ici dans la pochette et puis de venir coincer la tige en fait du parapluie qui est ici à peu près en dessus du sac à dos et de ma tête et d'avoir les deux mains libres bien sûr dans un moment où c'est de la pluie droite et puis qu'il n'y a pas de vent latéral qui risque de faire s'envoler le parapluie ou des choses comme ça. C'est un gadget, mais voilà, plutôt que de remettre après des élastiques ou un système pour tester un peu plus le parapluie, je me suis dit que c'était quelque chose de sympa. Ça me permet aussi de garer mes lunettes si mes poches sont pleines ici. Normalement, je mets mes lunettes de soleil ici, une poche lunettes, mais ça me permet, si j'enlève les lunettes à un moment, on ne sait pas trop les mettre, des fois on les met là sur le t-shirt, puis c'est vraiment pas la bonne idée en montagne parce que on peut les perdre et puis on en a vraiment besoin, c'est quelque chose d'assez essentiel. Du coup, j'arrive à les fixer là et puis à choper les branches, puis elles vont pas sortir. Donc voilà. C'est du vrai velcro de la marque Velcro, donc c'est costaud. Hein. Une fois si on le presse bien, ça demande pas mal. Là, du coup, je l'utilise en plus pour garer mes rappels de charge parce que je peux quand même les tirer au travers et puis les relâcher si je veux. Puis comme ça fait de nouveau encore un truc en moins qui flottouille et qui vient me chatouiller les oreilles. Il y a une sangle de poitrine ici, je l'ai mise sur ressort, donc ici j'ai doublé un élastique, ça paraît pas grand chose mais il y a quand même c'est des élastiques assez forts, il y a quand même une certaine marge de manœuvre de seulement 1,5 cm mais il faut une certaine pression et puis ça marche, ça donne un tout petit peu comment on va dire, de marge de fonctionnement au moment où on est vraiment dans l'effort. Moi j'aime bien que ce soit bien maintenu, que ça me garde bien les bretelles justes, pas qu'elles s'écartent trop suivant les mouvements qu'on fait en montant, etc. Mais en même temps,
Des fois, c'est un peu empressant hein, quand on en chie dans une montée et puis que c'est difficile. Ben, ça me fait juste la petite différence et j'ai toujours apprécié ça. Je trouvais que c'était un petit plus sur les sacs à dos qui était assez cool. Alors, je me le suis fait. Voilà, un petit clip, rien de spécial à dire. Ça, c'est pas moi qui a fait la poche, mais je vais en faire. Dessous, j'ai rien. Voilà, c'est le fond. Rien pas d'attache, rien du tout. Je les ai abandonnés pour finir parce que j'en trouvais plus l'utilité. J'ai tout mon set, je le connais, je sais où vont les choses, donc j'ai pas forcément besoin de rajouter trop de gris-gris. Il y en a déjà pas mal, hein, de petites options de confort, de machin, de poids et tout, etc. Je le répète, je suis en dessous de 600 grammes, 587 exactement dans cette position-là, 567 si j'enlève la poche. Donc pour moi, c'est quelque chose qui me va bien. Je peux faire mieux, je ferai mieux dans l'avenir pour les prochaines versions. Maintenant, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est un petit peu les modifications, les choses que je trouve qui ne vont pas tout à fait bien sur ce sac. Je l'ai déjà testé, j'ai déjà été en randonnée avec, donc je peux déjà un petit peu savoir. Et puis j'ai fait 2-3 erreurs, on va en parler tout de suite maintenant. Par rapport aux modifications que je ferais, les choses que je ferais différemment sur ce sac à dos, ben, il n'y en a pas tant que ça. Et puis, je suis vraiment, vraiment content de ce résultat-là, de ce à quoi je suis arrivé. C'était extrêmement limite, où j'étais en delà de la limite de ma machine à coudre. J'en parlerai plus précisément. Je vais faire une vidéo sur le matériel qui est nécessaire pour créer soi-même son matériel outdoor. Là, je viendrai plus précis avec les types de machines, les types de fils, enfin, etc., etc. J'ai utilisé du tout gros fil, du Terra 40 qui est en polyester, mais c'est un fil spécial qui est vraiment utilisé dans l'outdoor, dans les trucs costauds, les sangles de parapente, de machin, de harnais, des trucs comme ça vraiment qui doivent être à toute épreuve au point de vue notamment de l'abrasion, parce que c'est des coutures qui sont soumises à rude épreuve, ça c'est la première chose, donc il faut que le fil soit solide, mais il faut aussi qu'il soit résistant aux UV, à l'abrasion, etc. Et pour ce faire, le meilleur est le Terra 40, comparé au Mara, qui lui est beaucoup plus fragile sur l'abrasion. Donc j'ai voulu utiliser celui-là. C'est un sacré challenge pour la machine, hein, en tout cas ça je peux vous dire. Donc du coup, voilà, c'est peut-être des différentes choses que je pourrais changer. La première chose, on va dire plutôt, je vais parler des erreurs que j'ai faites et ensuite des choses que je changerais pour se faciliter la tâche, hein, pour les futurs créateurs de matériel, de sac à dos, etc. Une chose sur laquelle je me suis planté un peu, c'est la longueur des bretelles. Les bretelles, elles sont exactement de la même longueur que mes bretelles Zipax ou des autres sacs que j'ai. J'ai pris des références, j'ai regardé. Et puis, j'ai mon dos, hein, donc, qui est à 20,5 pouces pour moi, je le sais par cœur. Alors, ça fait 53 cm des poussières. Ensuite, j'ai pris depuis vraiment le bas ici, hein, donc on va dire le pied du sac à dos, le bord là en bas, et puis j'ai mis ma longueur, et puis ensuite, c'est pas ici, comment je peux expliquer ça? Voilà, là il y a un arc qui se crée avec la bretelle. Dans ma tête, la hauteur ici de l'épine dorsale, elle doit être ici, donc j'ai pris, c'est ma longueur de torse depuis le creux en haut de la bretelle jusqu'en bas. Et puis c'est pas tout à fait comme ça parce que du coup j'aurais plutôt dû prendre quelque chose, une valeur par ici, un peu plus proche de la croche en fait. Pourquoi? L'erreur elle est que j'ai pris le bas, le fond du sac à dos, mais j'aurais dû prendre le milieu de la ceinture. Donc plutôt 3 à 4 cm plus haut. Parce que la pointe de la hanche, de l'os iliaque, il vient se loger plutôt ici. Et puis il y a quand même ça qui va un peu plus bas sur la hanche. Donc ma mesure, j'aurais dû la prendre là, ce qui fait que je serais tombé un petit peu plus haut ici.
il y aurait eu un petit peu plus de torse, de longueur de torse, et puis mes bretelles seraient arrivées cette fois avec 3 à 4 cm plus longues, ou 4 cm disons, et ça aurait été beaucoup mieux. Alors qu'est-ce qui s'est passé du coup? Si on veut en soi, j'ai un torseau qui est un tout petit peu trop court par rapport à ma mesure. Alors dans ce sens-là, c'est moins grave, hein. Ce qui est très grave, plus grave, c'est quand c'est trop long. Là, ça va pas parce que les bretelles viennent trop bas, puis vous avez beau serrer, serrer, ça glisse, puis du coup, vous avez ici la ceinture qui vient toujours trop bas sur le cul et ça va pas. Donc, trop court, jusqu'à une certaine limite, c'est quand même mieux. Donc, ça passe. Je peux relâcher un petit peu ici, c'est tout, hein. Par contre, les mesures que j'avais prises pour cette hauteur de poche et puis ce scratch-là sont un petit peu trop hautes, hein. Tout est remonté un petit peu trop. Donc par exemple, mon système avec le parapluie, ben, il se situe à peu près ici, mon scratch maintenant, au lieu d'être comme ça. Du coup, ben, c'est un petit peu plus difficile parce que c'est plus en tension, puis le parapluie, il est quand même un peu trop en arrière. Donc c'est des petites choses. Au début, j'étais très frustré, puis après, je me suis dit, mais bon, c'est pas grave, parce que j'arrive très bien à mettre et à prendre d'une main mon téléphone dans la poche, donc il n'y a pas de souci. Puis ça, bon, voilà, c'est pas très grave, ça reste un gadget, et puis même en plus, ça fonctionne encore plus ou moins, donc bon, pas de problème. Je vais les garder comme ça. Par contre, bien sûr, le but, ce serait de faire une V2. Ce que j'aimerais, c'est arriver à le faire parfaitement, parce qu'après du coup ce sera une référence finale pour tous les autres projets que j'ai. J'aurai un dos type qui est mon dos, qui me vient nickel, mais tip top vraiment, hein, placement et tout. Donc c'est important d'y aller jusqu'au bout. Par contre, je peux très bien partir avec celui-là et probablement je vais partir cet été dans ma grande randonnée longue distance avec ce sac parce que je n'aurai pas le temps d'en refaire un. C'est dans 1 mois, 1 semaine mon départ. Donc du coup, je vais partir avec celui-là. Une autre chose sur laquelle je me suis un tout petit peu trompé, c'est que je pourrais encore resserrer un petit peu cet espace-là de 1 cm. Et puis légèrement changer l'angle en fait donné sur les bretelles, une toute petite correction, ce qui va encore améliorer et aider le portage. C'est de la pinaillerie, hein. C'est de la pinaillerie, enfin non pas tout à fait, je peux quand même encore améliorer le portage. Maintenant là je me retrouve si on veut avec un sac à dos qui me va bien, mais comme si je l'avais acheté dans le commerce par rapport au portage. C'est un sac à dos qui me convient, qui me fait pas mal, qui joue bien, mais peut faire mieux. Donc du coup comme c'est des sacs que je fais moi-même pour moi-même, ben, je peux très bien le modifier jusqu'à que ce soit parfait. Et ça, ben, je veux le faire. Une autre chose aussi, j'aurais pu mettre cette zone-là un tout petit peu plus haut pour profiter d'un peu plus de rappel de charge. Parce que si je le remplis plus, le sac, par exemple, qui vient ici, ben en fait, mon point d'attache ici, il ne sert pas à grand-chose, puisque il y a toute cette partie en haut qui, elle, ne va pas être tractée. Le but, c'est de venir le rechercher. Donc, en remontant un petit peu cette attache-là des bretelles, en faisant des bretelles un tout petit peu plus longues, ce sera parfait, mais je serai un peu plus à ce niveau-là. Donc, le truc, il va venir un peu plus haut, puis naturellement, tout va se mettre en place pour que ce soit un bon rappel de charge. Je pense même que je vais faire un système où je peux changer de place les rappels de charge. Il faut que je trouve un système tout simple, parce qu'il n'y a pas énormément de tension finalement, hein. Peut-être avec un velcro costaud, où je viens soit prendre ici, soit prendre plus haut, si mon sac est beaucoup plus chargé dans un moment un peu spécial. Voilà. Ça peut être quelque chose de bien, mais il faut que je trouve un truc sans gain de poids. Il faut que ce soit 1 gramme, le système complet pour changer ça. Tout le reste, c'est bingo, tip top. Les angles ici du Y, du réglage de la ceinture ventrale, c'est parfait. La largeur ici, mais quelque chose d'assez fin, 5 mm, ça épouse, c'est génial, c'est pas trop gros, c'est super léger. Vraiment, c'est excellent. Je suis super content de tout le reste, ça va bien. Une autre chose maintenant que je voudrais probablement changer, trouver je sais pas comment, mais voilà. C'est cette zone ici. Ça veut dire que cet angle-là, il vient tout le temps poser sur le sol. Et puis juste là, j'ai l'arrivée de ma ceinture. Et puis ça,
c'est pas une bonne idée parce que ça veut dire que ça va user ici. Il n'y a rien, il n'y a pas de métal. Donc comme vous l'aviez vu dans mes vidéos précédentes, j'ai abandonné les tiges en métallique en aluminium à l'intérieur. Donc c'est un frameless, mais qui a une sorte de rigidification par le matelas qui est ici dans le dos. Voilà, donc je pense qu'ici, il y aura de l'usure assez rapide. Donc il y a un problème là. Il faut que je trouve un système. Peut-être je dois mettre une pièce simplement qui est prise, qui fait un coin, ou alors ma bretelle, je dois la faire partir différemment, ma ceinture, je dois la faire partir différemment, un tout petit peu plus haut. Enfin voilà, ça je dois la trouver. Je sais que ça va s'user assez vite ici. C'est mon premier prototype, donc c'est des points clés, c'est des petites choses qui demandent beaucoup de réflexion et puis de technique pour trouver. Voilà. Renfort ici. Maintenant, je l'ai testé une fois par temps froid et avec une grosse pluie bien méchante. C'était fabuleux. Il a plu, j'étais trempé, voilà. Mais il a admirablement tenu. Il n'y avait pas une goutte d'eau à l'intérieur, rien du tout. Donc le scellage, l'imperméabilisation des coutures avec le scotch Dyneema depuis l'intérieur a très bien fonctionné. Ce que je vais faire maintenant, moi, c'est encore avec un pinceau, rajouter un tout petit peu de silicone dans les points clés. C'est par exemple partout là où ça peut stagner, notamment on pense ici juste sur les bretelles à l'attache ici à la couture, ben, vous avez de l'eau qui reste là tout le temps, donc ça on peut l'éviter ici par exemple où ça vient toujours sur cette bande de renfort, ça stagne ici, donc c'est des petites zones où on peut faire avec un petit pinceau et ça aide énormément parce que vous scellez juste la couture depuis l'extérieur, puis en plus il y a l'intérieur, donc là après c'est royal quoi. On ne peut pas faire mieux et puis on n'en veut pas parce que de toute façon on a une répétition de ces barrières étanches avec le sac à l'intérieur étanche dans lequel j'ai le sac de couchage et les habits de rechange, comme ça c'est double protection. Maintenant, j'aimerais pouvoir faire un résumé, une conclusion sur ce sac à dos. Alors la première chose, il s'agit de la création, faire soi-même son sac à dos. Malgré toutes les mésaventures, les doutes, les soucis techniques que j'ai rencontrés, que vous avez pu voir dans les vidéos de la création, tout au long de l'aventure, malgré tout ça, quel bonheur d'arriver à produire son sac à dos. Je suis très content parce que c'est vraiment un condensé de toutes les choses que je voulais mais que je n'arrivais pas à avoir dans un seul sac d'un seul constructeur. Donc comme je l'avais expliqué dans le début de mon projet, dans l'explication de mon projet, je voulais ça, mais tous ne me le faisaient pas, puis je voulais quand même une ceinture comme ça, mais je voulais quand même le truc là, puis je voulais quand même ci, puis je voulais quand même ça, et puis du coup ça faisait soit plein d'options qui faisaient super cher, soit des options extraordinaires qu'on acceptait de me faire, et du coup je payais en plus, donc c'était aussi des sacs qui revenaient à 400 et plus, avec après encore de l'importation et tout, donc ça faisait beaucoup trop. Il y a encore une inconnue pour moi, c'est le prix de revient, si on veut, de ce sac à dos. Alors si je parle en heures de travail, on sera à 12 782 € pour le sac. Non, sans rire, un nombre d'heures, mais de la folie, quoi. On va dire 2 semaines à plein temps, quoi, je pense. Le problème, c'est que je faisais la conception en même temps que j'apprenais à coudre et que je créais le sac à dos. Donc, ça m'a pris énormément de temps. Maintenant, je pense qu'avec les patrons qui sont confirmés, ceux qui vont être modifiés, les petites modifications, etc. Et puis, rien que de l'avoir fait une fois, on sait où on va. J'ai plus les questionnements au moment où je vais coudre. Donc, j'y vais. Je sais ce que j'ai à faire. Bloum, bloum, bloum. Je pense que j'arrive à vraiment réduire. Une fois que mes pièces sont coupées, je pense que avec mon manque d'habitude quand même, ouais, en 3-4 jours, en faisant mes étapes, sans courir, en m'impliquant bien, j'arriverai à faire la deuxième version. Donc pour en revenir au prix, c'est pour le moment très difficile pour moi de chiffrer. Je peux prendre chaque élément, il y a des choses dont je connais. Et après, il y a d'autres choses pour lesquelles je dois faire de savants calculs. Parce que combien exactement de surface, de Dyneema comme ci, de Dyneema comme ça, j'ai utilisé pour ça, pour ci, de centimètres de cette sangle-là, parce que j'en ai acheté 10 mètres, donc il faut que je fasse le calcul. Ensuite, il faut que j'injecte la douane, les frais de port, tout ce genre de choses.
puis que je divise, je sais pas, par centime. Donc c'est un petit peu compliqué. Si je fais en grande ligne, sachant que 1 mètre linéaire sur 1 mètre 40-30 de tissu Dyneema coûte environ 50 €. En rajoutant, en divisant un petit peu, on a un demi-mètre carré peut-être, quelque chose comme ça, ou 3/4 de mètre carré. Allez, disons 40 €, voilà. Ensuite, on a de la mousse. Bon, j'ai acheté, on va dire, j'ai acheté un tapis, donc 10 €, la moitié d'un tapis, j'en sais rien. Alors ça, on est, allez, 50 €. Ensuite, des petites boucles, des machins. Alors, on va dire 2 balles pièce, 2-3 balles pièce. Mais donc, une dizaine, allez, ça refait, on remet 30, donc on est à 80. Et puis ensuite, il y a les filets, donc 90. Et puis les élastiques, 95. Et puis ensuite, on met encore, allez, on prend 15 francs ou 20 francs, donc 110, 120 avec la douane. Grosse estimation, hein. Peut-être 120 francs, ça peut être ce que peut coûter un sac à dos avec tout le matériel, l'importation. Le problème, c'est que vous allez avoir de la peine ça se commande par demi-mètre linéaire ou par mètre linéaire minimum, donc vous allez vous retrouver avec des chutes de tissu. C'est un petit peu compliqué, vous n'allez pas pouvoir acheter mais exactement ce qu'il faudrait pour faire votre sac à dos. Il y aura un petit peu de surplus, donc vous allez payer un peu plus, mais le prix de revient sera un peu moindre du sac. Mais disons, si on part entre 100 et 150 francs, suivant quel type de sac vous voulez faire, en Dyneema, ce sera à peu près le prix de revient du sac. Et puis si vous faites en X-Pack, ce sera un peu moins cher. Puis si vous faites en cils nylon, alors ce sera beaucoup moins cher. Là, vous arriverez à 50 balles. 50 balles de matériel ou 40 francs de matériel pour le sac à dos. Si vous faites un minimaliste sans des grosses ceintures, ça fait qu'une seule boucle, machin, enfin voilà, tout est plus simple et épuré, sans ça, voilà, vous allez pouvoir réussir avec 40 francs à faire votre sac à dos. Maintenant, 40 €, pardon. Tout dépend de ce que vous voulez, de ce que vous faites, du prix du tissu. Mais allez, disons en toute grande ligne, ce sac a coûté 120 € pour le matériel qui est là-dessus. Et voilà, ça donne un ordre d'idée, hein. Vous voyez que quand vous achetez un sac à dos de ce style-là, ultralight et tout, mais qui coûte 300 €, on se dit, waouh, 300, 350 €, c'est terrible, mais en fait, il y a quand même du matériel et surtout le Dyneema est très cher. Bien sûr, eux, ils ont des rabais de gros parce qu'ils achètent des rouleaux entiers de 50 mètres, mais malgré tout, voilà, puis il y a l'ouvrier à payer, puis l'usine et tout ça. Donc, vous allez gagner, mais pas forcément le gain direct. Ok, votre sac va peut-être vous coûter 2 fois ou 3 fois ou 4 fois moins cher, voire 5 fois suivant quel tissu vous achetez, mais vous allez devoir mettre du temps, ça va quand même coûter quelque chose. On ne parle pas de la machine et du matériel, hein, encore. Mais voilà, avec une machine de ménage, on arrive à faire ça. Et ça, c'est génial, parce que je suis très content d'avoir tenu le coup avec ça et d'être arrivé à ça avec cette machine-là, qui est quand même costaud. Comme je vous l'ai dit, donc je ferai une vidéo séparée avec le matériel et ce qui est nécessaire. Quels sont mes conseils par rapport à la création d'un sac à dos maison? Le conseil que je pourrais donner, c'est peut-être de ne pas être aussi exigeant que je ne l'ai été et de ne pas chercher à faire d'entrée un sac aussi compliqué que celui-là. Je me suis quand même pas mal compliqué la tâche, dans le sens où il y a des inserts dans le dos, il n'y a pas que les choses absolument essentielles, il y a du luxe et du confort. Chaque partie, chaque chose que vous voulez rajouter, c'est pas seulement des heures de travail, c'est surtout aussi des couches. Dès le moment où vous avez une bonne ceinture ici, molletonnée 5 mm, ben vous arrivez avec des fois des soucis, parce que quand vous êtes ici où il y a les doubles, il y a 2 fois la sangle à coudre ici pour faire une boucle,
Ça fait une sacrée épaisseur. Et puis il y a encore le Dyneema, puis il y a le filet 3D ici pour absorber un peu la transpiration, puis être un tout petit peu plus respirant et plus doux. Et puis à l'intérieur, il y a la mousse. Donc déjà là, votre pied de la machine à coudre, pour passer ça, moi c'était le 5 mm, c'était le max. Je devais forcer pour que ça rentre dessous, puis je commençais à coudre. Donc, c'était vraiment, c'était épique, hein, mais c'était génial à faire, c'était génial. Mais voilà, c'était limite. Si j'avais mis plus, si j'avais mis les barres à l'intérieur, en prenant la décision, ok, je fais la rigidification à l'intérieur du sac, et puis je dois rajouter, notamment ici, encore 2 couches de Dyneema pour l'enveloppe qui va venir accueillir la barre en métal, ça passait pas. Là, vraiment, j'aurais été coincé, je me serais fait stopper avec un sac aux 3/4 réuni, quasi fini, et plus possible d'avancer. Alors après, j'aurais dû trouver une machine industrielle, trouver quelqu'un pour finir le sac, enfin voilà, ça m'aurait pris la tête. En plus, on était en pleine période de Covid-19, donc impossible de le faire. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de chance dans cette décision-là, et puis j'ai bien fait d'abandonner, et puis en fait, je suis très content parce que je vais le tester maintenant, mais un sac comme ça, avec cette ceinture-là, avec quand même le dos qui a ce padding dedans, hein, ce matelas inséré, les 10 kg, 11 kg, je peux y aller, je sais que ça va jouer, ce ne sera pas inconfortable. Donc du coup, je serai tranquille avec toute ma nourriture pour 4-5 jours, ce sera tout bon, voire plus. Je l'ai testé, puis je l'ai vu aussi avec le Nero, je l'ai quand même fait, c'était à 10,10 kg, je crois, pour les 4 jours. Puis ça a passé. C'était pas confortable, mais ça a passé. Donc avec ça, ce sera rien à voir, quoi. Voilà, donc ce que je dirais, peut-être comme conseil, c'est partir sur quelque chose de plus simple, un peu plus minimaliste, une petite ceinture avec une sangle large, par exemple, ça fait moins d'épaisseur. Voilà, il y a des choses, voilà, parce que dans ces zones-là, il y a beaucoup, hein. Il y a ce filet-là qui vient sur cette couture, il y a la ceinture avec double, machin, truc, plus un renfort que j'ai mis là. Il y a le tissu, celui-là, qui est derrière le pad. Il y a ensuite un double triangle ici, costaud pour la bretelle. Il y a la poche, et puis le tissu qui est derrière la poche. Non, ici, c'est super épais, il y a un chenil à rejoindre, puis en plus en tournant dans le fond du sac. Vous avez vu les vidéos, hein, c'est quelque chose une sacrée aventure quand même. Donc voilà, vous voyez, peut-être un peu plus simple. Ici aussi, il y a des manières de faire plus simples. On peut se prendre directement sur le tissu, mais il faut renforcer, peut-être en backing aussi, avec un autre pièce à l'intérieur qui vient prendre un sandwich pour renforcer, pas que ça déchire. Il y a moyen de faire plus simple. Ça paraît compliqué, par contre, les bretelles. Puis en fait, c'est vachement cool, parce que vous avez une surface plate, et puis vous faites vos trucs, ça va bien. Dans le sac à dos, après, il y a des moments où ça se corse. Mais voilà, je pense que c'est un peu quelque chose à dire, de ne pas faire trop compliqué, parce que surtout, suivant la machine à coudre que vous avez, déjà pour faire ça, ou même déjà pour faire des choses plus simples, ça risque déjà de les mettre dans leurs limites, les machines tout ménage, on va dire. Donc faites gaffe, il ne faut pas flinguer une machine à coudre, celle de votre ami si vous n'en avez pas, surtout si vous empruntez, faites quand même attention. Faites des essais avant, apprenez à coudre avec les tissus que vous allez employer. C'est ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai pris des chutes, des triangles, des machins, et puis j'ai mis les couches que j'allais avoir, puis j'ai commencé à coudre dessus, déjà pour voir comment ça réagissait, et puis régler mes tensions de fil avant de me lancer. Puis après j'ai trouvé une tension standard, un machin, c'était à fond, parce que le fil était tellement gros qu'il à fond les manettes, tout était à burn les taquets, pour que vraiment que ça puisse traverser toutes ces couches et tout. En tout cas, quelle aventure, c'était vraiment fabuleux. Je commence à le tester, il me plaît bien. Et puis ben voilà, je veux le prendre sur cette randonnée. Je pense simplement que si j'arrive pas à prendre ce matelas-là parce que c'est trop chaud, que je prends le petit jaune, hein, avec les alvéoles pour des histoires de confort et de chaleur, à ce moment-là peut-être, voilà, soit je prends le risque ou pas avec l'Uberlight, peut-être je vais prendre le risque, et puis zou, hein, puis on n'en parle plus. Sinon peut-être je prendrai quand même le Neo Air, je vais voir.
vont arriver tout soudain parce que je voulais faire ce final, on va dire la présentation du sac enfin finie. Va arriver la gear list, ma liste de matériel 2020 avec donc enfin voilà un nouveau sac et puis tout le reste que je vais prendre. Il y a pas mal de petites nouveautés, de petits changements assez intéressants. Le poids de base est encore descendu, mais en gardant un tout confort quand même, vous verrez. Je lâche pas tous les luxes. J'aime bien avoir à 47 berges du confort quand même, mais du léger. Enfin voilà, vous allez découvrir tout ça, ça vient tout soudain, tout soudain. Et puis je vous remercie beaucoup. En tout cas, j'ai été très surpris et très touché de toutes les personnes qui suivaient toute l'aventure couture. C'est vrai que c'est des longues vidéos de couture. J'ai été surpris, en fait, je m'attendais à ce qu'il y ait moins d'intérêt que ça, et puis peut-être un intérêt futur pour des gens en faisant des recherches sur Internet qui veulent se lancer dans la création de sac à dos, qui tomberaient sur la vidéo, mais ça a quand même été bien suivi. Donc merci à vous, à tout le monde pour le soutien et tout. C'était sympa parce que pendant que je publiais une vidéo, j'étais dans l'étape suivante, en train de galérer, puis je voyais ça, donc ça m'encourageait. C'était chouette. C'était chouette aussi que je me sois mis des directives ou des buts concrets à atteindre. Ça veut dire, je pars cette année avec mon sac à dos. Du coup, je dis, oh, allez, on y va. Et puis, la Titine, la machine à coudre, là, ouais, mais c'était vraiment drôle. Hein. Enfin, pas toujours, mais c'était génial, fabuleux. En tout cas, après, on a ça, mais c'est génial parce que l'intérêt le plus fou, c'est que vous avez votre matériel. Donc si ça pète, vous pouvez que vous en prendre à vous-même. Et puis ça, c'est génial, premièrement. Deuxièmement, de compter sur ce qu'on a fait soi-même. Moi, c'est toujours quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Je suis un gars solitaire. J'ai toujours fait des sports solitaires. Et j'aime bien, en fait, compter sur moi-même. Je ne suis pas trop un gars très social, qui aime les trucs d'équipe, machin, etc. Voilà, je suis comme ça. Et du coup, ça, c'est assez chouette. Parce qu'on a son matériel, on l'a créé, on l'a imaginé, on peut que s'en vouloir à soi-même si on s'est loupé, on peut le corriger, on peut refaire, on peut améliorer, comme on veut. Si j'ai envie de faire rose et bleu, et puis avec un ressort et un guignol ici, eh ben, je peux le faire, pas de souci. Donc ça, c'était vraiment exceptionnel comme expérience. Et puis j'ai encore plein de tissus, c'est pas la dernière, je peux vous dire. J'ai dans le but de me faire mon abri personnel sur mesure avec un poids ciblé, etc. Donc ça, c'est une étape suivante. Je ne vais pas arriver à faire aucune de ces choses avant mon départ pour la grande randonnée de cet été parce qu'il faut que je marche. J'ai peu marché, je suis resté beaucoup à faire de la couture, il y avait en plus le virus, machin, enfin, j'avais du monde de qui je devais m'occuper aussi. Donc voilà, pour cet automne, quelque chose comme ça, je vais m'y mettre gentiment, plancher sur la tente, sur des choses comme ça. Ce sera quelque chose qui sera inspiré de nouveau de différentes tentes. Vous connaissez mon amour pour la duplex. Qui est vraiment superbe, mais le but c'est de plus jamais acheter d'abri, ça c'est sûr et certain, en tout cas ça c'est 100% sûr, ni de sac à dos, ni de stuff sac en Dyneema, ou de sac étanche, ou de liner, machin. Maintenant je fais tout moi-même, j'en ai les capacités, j'ai le matériel, peut-être des fois des recommandes de tissus, mais sinon tip top. En tout cas, je vous encourage, si vous avez cette hésitation, allez-y, osez, faites des essais, faites tout d'abord en coton, en vieux tissu, ou alors éventuellement, moi je l'ai fait en Tyvek. Bon, c'était un peu limite parce que ça ne rend pas vraiment comme un tissu. Peut-être vous pouvez le faire en cils nylon, un tissu pas trop cher, hein, c'est 8 € le mètre, hein, des trucs comme ça. Donc vous arrivez à trouver des choses pas trop chères et puis c'est pas trop grave si votre sac qu'il est un peu pourri au début. Voilà, moi j'ai quand même fait un premier en carton, en papier, ensuite les patrons, ensuite je l'ai fait en Tyvek, je l'ai cousu pour voir globalement. Puis après, je me suis lancé, mais voilà, c'est bien de faire. Mais j'ai eu du cul, hein, j'ai eu du cul parce que j'aurais pu me planter totalement. Et puis voilà, ça a bien joué, mais c'est parce que j'ai aussi mis des dizaines et des dizaines d'heures de réflexion. J'y ai passé du temps là-dessus.
du coup, mes patrons n'étaient pas trop à la rue et puis ça m'a permis de sortir le produit finalement. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour tout, pour l'écoute. J'espère bien sûr que ça pourra donner à quelqu'un soit des envies, soit des infos. C'est pas un tutoriel, c'est le partage de l'expérience que j'ai vécue. Il y a plein d'erreurs dedans. Il faut bien regarder les vidéos de A à Z parce que sinon, vous allez peut-être juste louper le moment où je parle de quelque chose. Ne venez pas me dire après, ouais, t'avais dit, machin. Non, non, moi je dis rien du tout. Je vous ai juste dit ce que j'ai fait, montrer ce que j'ai fait et expliquer ce que j'ai fait et réfléchir en live sur les vidéos et puis j'ai publié après ça, c'est tout. Donc vous en faites ce que vous voulez et puis peut-être il y a des infos importantes ou agréables à trouver là-dedans qui vous aideront ou vous empêcheront de faire des grosses erreurs comme j'aurais pu le faire et j'en ai fait certaines. Voilà, maintenant il va falloir mettre ça à l'épreuve. J'ai confiance en mes coutures. La conception et l'usure, par contre, ça peut être un petit peu différent. Mais ça va le faire, en tout cas pour tout l'été, j'ai pas peur. D'ici là, bonne randonnée, parce que ça reprend, là on est le 8 mai, donc ça va reprendre sous peu. D'ici quelques jours, c'est les starting blocks. Faites gaffe parce qu'on a un peu l'habitude de marcher, on s'est un peu ankylosé tous ces temps, mais bonne randonnée, profitez bien, soyez prudents et à la prochaine. Ciao, bye bye, merci.